premier lieu, et à chacun d'entre vous, j'aimerais bien vous demander ce qu'ils trouvent le plus intéressant dans ce sujet qui est donc très vaste aujourd'hui, et quels sont peut-être les points qui sont les plus mal compris ou qui sont les plus importants pour vous sur ces thématiques dont on va dire qu'elles sont numériques de manière générale. Monsieur Saint-Jean, peut-être, si vous voulez commencer. Je peux commencer sans souci. D'abord, pour signaler qu'il y avait une table ronde, je vous l'ai dit ce matin, qui rassemblait le délégué, le chef d'état-major de l'armée de l'air et Éric Trappier. Et donc, évidemment, ces sujets IA, Big Data, défense ont forcément été déflorés. C'est clair. Amiral, vous avez de la chance, c'était l'armée de l'air. Vous êtes en terrain relativement libre. Et puis, la table ronde qui vient d'avoir lieu ici a vu quand même les gens rappeler que beaucoup de choses dans notre domaine s'inscrivent dans le long terme. Et c'est justement par ça que je voudrais commencer, dire que on a l'impression aujourd'hui que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de complètement nouveau auquel vous venez de dire vous-même, la défense doit se préparer. Mais ça fait un beau moment qu'on y travaille, puisque les premiers travaux de l'ONERA en matière d'intelligence artificielle datent très exactement de 43 ans. Et il s'agissait de travailler sur des besoins de génération de plans d'action en robotique. Et 10 ans plus tard, donc là on est en 86, on créait le groupement d'intelligence artificielle de l'ONERA qui rassemblait 33 chercheurs qui travaillaient sur des thématiques différentes. Autrement dit, c'est quelque chose que l'on connaît déjà depuis bien longtemps. Simplement parce qu'on utilisait plutôt cette discipline et les recherches, et les résultats des recherches qu'on y menait pour des finalités appliquées dans l'aéronautique, dans le spatial, dans d'autres domaines de la défense, qu'on en parlait peut-être moins. Et puis ensuite, dans les besoins qui sont apparus, il y a le traitement des flux, le traitement des images, de l'information, sur lesquels, avec l'arrivée des réseaux neuronaux, on a là aussi travaillé, et on a d'ailleurs coopéré. Les premières coopérations entre l'ONERA et l'US Air Force datent de la fin des années 80. Et on a même trouvé, à ces débuts aussi d'intelligence artificielle très appliquée, des applications directes et opérationnelles dans la guerre du Golfe, puisqu'on a utilisé ces savoir-faire pour éliminer un cas de figure qui était apparu dès la première guerre du Golfe, qui était l'élimination de frappes fratricides. Autrement dit, pour rebondir sur ce que vous disiez sur Terminator, on était plutôt à l'inverse. On a utilisé cette intelligence artificielle pour éviter ces pertes humaines. Ce matin, tant le délégué que le chef d'état-major et Éric Trappier, mais même la ministre, ont annoncé que la semaine prochaine, au Bourget, on parlerait du SCAF. Il faut savoir qu'en 99, sur le stand de l'ONERA, on avait déjà un système qui montrait comment on pouvait configurer un ensemble, drone autonome et système piloté, qui était déjà une préfiguration de ce SCAF. Donc tout ça s'inscrit dans une très grande continuité. Ça me paraissait important de rappeler ça au début, en faisant le lien avec ce qui s'est dit à d'autres tables rondes. Alors, il y a moins de fantasmes, peut-être, mais enfin, il reste que intelligence artificielle, ça fait peur, robotique, ça fait peur, vous combinez ça avec militaire, ça fait très peur. Donc, il y a un effet, effectivement, on va dire, largement inspiré par la littérature et les films, mais comme le dit Bruno fort justement, c'est pas nouveau. L'intelligence artificielle, le big data, c'est pas nouveau. Et donc, ce sont des technologies transverses, et bientôt l'IA, ça sera, comme la prose de M. Jourdain, ça sera dans tous les systèmes, et tout le monde en fera sans le savoir. Donc juste pour, avant d'aborder le sujet, qui à mon avis est aussi le sujet intéressant de cette table ronde, qui est la percussion entre le cycle de développement des technologies dans le monde civil et dans le monde militaire, pour évacuer le concept du Terminator, je rappelle que la ministre a donné un discours sur l'intelligence artificielle, dans laquelle elle a rappelé d'abord qu'on allait investir dans ces technologies qui sont de premier ordre pour notre supériorité opérationnelle et notre autonomie stratégique. Ça, c'est pas un débat, mais qu'on le ferait en respectant des principes qui sont immuables, qui sont le respect du droit international, le maintien d'un contrôle humain suffisant et la permanence de la responsabilité du commandement. Et donc, oui, on fait de l'intelligence artificielle, mais on n'est pas irresponsable. Voilà, je ferme la parenthèse. Et simplement, vous disiez qu'un sujet intéressant, c'est le sujet, effectivement, qu'aujourd'hui, le monde civil
et le monde de l'innovation, en particulier dans le domaine du numérique et de l'IA, évolue extrêmement rapidement, qu'il y a des acteurs qui émergent et au risque de te faire de la peine, mais si je me balade dans la rue, je demande qui est le champion mondial de l'intelligence artificielle, on ne va pas me dire l'ONERA, on ne va pas me dire le CAE, on ne va pas me dire l'INRIA, et ils auraient tort. Ils auraient tort, mais on va me dire Facebook, on va me dire IBM, on va me dire Apple. Et donc, comment est-ce qu'on fait, nous, pour capter cette innovation, pour l'introduire effectivement dans des programmes qui sont de durée de vie très, très supérieure au cycle de l'innovation civile, et comment on cohabite avec ces nouveaux acteurs qui mettent, on va dire, en difficulté les domaines souverains et régaliens. Donc, comment ça produit dans les questions de production pour vous, et puis dans les questions de management opérationnel dans la marine? Mes premiers mots, peut-être parce que je prends le point de vue de l'industriel, en particulier d'une industrie duale, ça va pas être de voir l'intelligence artificielle ou le big data sous l'angle de terminator de la menace. C'est au contraire de tout ce que ça peut apporter. Ça peut apporter en termes de valeur à nos clients, à notre performance interne. Donc je trouve que c'est une opportunité extraordinaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on la regarde et on n'a pas d'autre choix que de la regarder. Quand on voit le potentiel que l'accès aux données et que le traitement de la donnée apporte dans notre performance industrielle, je vais venir sous l'angle de production, mais des services aux clients, c'est évidemment un axe important. Je vais rebondir aussi un point sur lequel, Bruno, tu soulignais. C'est important de se dire, on en parle beaucoup, il y a sûrement un effet de mode, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est déjà quelque chose sur lequel on travaillait. Dans le domaine de l'hélicoptère, si je vais prendre l'exemple de ce qu'on appelle les HUMS, les systèmes embarqués, puisqu'à bord d'hélicoptères, il y a vraiment quelque chose qui nous fait peur, c'est la vibration. Donc c'est quelque chose qu'on surveille. La vibration peut être l'élément annonciateur d'un événement technique qui peut être catastrophique. Les HUMS, on surveille déjà les vibrations à bord d'hélicoptères depuis des années, avec des seuils qui nous alertent en cas de problème. Ce qui rend aujourd'hui ce domaine vraiment passionnant, c'est évidemment l'évolution des technologies, la puissance de calcul embarqué, la puissance d'analyse au sol et l'accès aux données qui ouvre ce champ-là. Alors le défi qu'on a au côté industriel, c'est la continuité numérique, c'est-à-dire quelque part la capacité à partir du monde de l'engineering, du design, en continuant la production, mais par rapport à ce que vous mentionnez, en allant jusqu'au monde de la maintenance et du support, ben finalement, c'est le Graal, c'est notre rêve. On va sans doute prendre un peu de temps pour y arriver, mais quelque part, si on est capable d'avoir une donnée sortant de l'engineering, sur lesquels on est capable de l'enrichir avec des données réelles de production et qu'on est capable de suivre en maintenance, et bien évidemment, on apporte de la valeur. Alors, par rapport à ce Graal-là, on y va par briques. On y va par briques avec la problématique également de l'ensemble des flottes installées, des hélicoptères existants sur lesquels on a à prendre en compte la configuration d'origine. On y va par briques dans le monde industriel, dans notre système de production. On a de nombreux exemples au sein d'Airbus Hélicoptères où en déployant des systèmes digitaux, l'absence de papier, la capacité des opérateurs au niveau de l'atelier finalement à renseigner la donnée, à suivre la donnée, à suivre les tendances en termes de qualité, on peut énormément gagner sur le programme dont on a parlé récemment, puisque la ministre a annoncé l'anticipation du programme Guépard sur la base du programme H160 civil. C'est des réductions de 2 en termes de cycle par rapport à une référence équivalente qui était le programme Dauphin il y a l'équivalent de 20 ans. Donc on voit que les potentiels sont énormes. Par rapport à ce Graal-là, l'enjeu c'est d'avancer progressivement par briques. Vous allez avoir l'occasion de nous donner des exemples précis justement de l'amélioration. Mais j'aimerais bien avoir le point de vue du militaire en fait. Ce que ça change pour un marin, ces technologies qui sont désormais à disposition lors des opérations. Involontairement, vous avez posé un vrai débat philosophique, le militaire et le marin, mais c'est pas le sujet. Voilà, que fait un marin au Paris Air Forum? En fait, il va vous parler du combat aéro-maritime, puisque le combat en mer, c'est un combat aussi aérien. Quelle est notre appréhension de ce sujet? Tout simplement, continuer à développer nos capacités pour acquérir, maintenir la supériorité opérationnelle. Et selon 2 axes principaux, comprendre pour bien décider et comprendre mieux que l'adversaire, c'est tout le domaine de l'information et de la maîtrise de l'information, et puis agir de manière intelligente, économe, puisque nous avons un certain nombre de problématiques très simples qui sont la limite que nous impose le système fermé que représente le navire de combat. On ne recharge pas nos munitions à la mer. Voilà. Et donc tout ce qui pourra nous aider à exploiter au mieux ce système fermé, les munitions, l'énergie,
Un bateau, c'est de l'énergie limitée. L'intelligence artificielle pourra venir nous aider là-dessus. Voilà. Avec une problématique qui est très sensible. Je reviens de 24 heures à bord de la dernière frégate multimission, la Normandie, qui est la confiance de l'équipage, la confiance dans les systèmes numériques, qui est vraiment clé, et confiance dans leur résilience, dans leur capacité à continuer, à poursuivre le combat, malgré des difficultés, malgré des problèmes de connectivité que nous pourrions avoir. Alors justement, pour continuer sur ces questions, on va dire pratiques, et ces questions un petit peu philosophiques peut-être, en quoi l'IA ou la robotique constituent des ruptures aujourd'hui? Parce qu'on en parle quand même beaucoup plus qu'auparavant, donc on a l'impression qu'il y a eu une frontière technologique qui a été franchie. Est-ce que ça change l'appréhension finalement du monde de la défense aussi par rapport à ces techniques? Et est-ce qu'il y a déjà des problématiques techniques qui ont été définies comme prioritaires par la doctrine militaire, par le gouvernement qui a investi dans ces technologies? Moi, je veux bien rebondir, je veux bien rebondir là-dessus, mais juste pour prolonger ce que je disais, est-ce que c'est une rupture? Oui et non. Non, parce que l'information, l'économie des moyens, c'est des principes de la guerre. La maîtrise de l'information, l'économie des moyens, c'est des principes de la guerre qui sont très anciens. Oui, parce que on se trouve aujourd'hui capable de traiter un nombre d'informations et on est en face d'un nombre d'informations très très important. Et la rupture, je pense qu'elle est là. C'est ça qui vient changer un petit peu la donne. On est capable finalement d'agréger des informations qu'autrefois on ne traitait que de manière séparée ou de manière un peu séquencée. Voilà. Et pour nous, ça se traduit de manière très concrète dans notre capacité, finalement, dans un milieu qui est très imbriqué, le milieu maritime, acteurs civils, acteurs militaires, en permanence. Ce qui s'est passé dans le Golfe hier le montre encore. Voilà. On va aller chercher des signaux faibles et pour surmonter, finalement, la furtivité de l'adversaire, faire l'agrégation de ces signaux faibles pour pouvoir l'identifier, le localiser, voilà, et maîtriser cette information pour encore une fois agir avant. Et puis le deuxième, le volet, c'est cette notion d'économie des moyens. J'ai parlé de l'énergie, je parle aussi des armes, l'engagement collaboratif, cette capacité à mettre ensemble les données, par exemple des radars, des sonars, pour mieux détecter l'adversaire, et derrière, pour l'engager de manière économe. On ne va pas traiter une menace drone avec un missile Aster qui est fait pour détruire une menace missile ultramoderne. Ce serait un non-sens. Voilà. Donc dans cet engagement collaboratif, on va chercher l'arme la mieux placée, la plus pertinente, et cette connexion entre nos différents moyens, les bâtiments, les aéronefs, l'échange des données va nous permettre d'être plus efficient au combat. Voilà. Des domaines techniques, des défis techniques, libérer la donnée pour nous. Et la protection du secret, la culture du secret, ça c'est un vrai défi. Et puis la connectivité, sans doute, et la cyber, parce qu'il faut protéger aussi ces données, et ça, c'est un sujet clé. Oui, alors je peux rebondir effectivement sur la rupture. Moi, j'aimerais sortir du mythe de la disruption. On a l'impression que tout est disruptif. On a parlé ce matin de l'hypervélocité. L'hypervélocité, ça fait des années que l'ONERA travaille sur le sujet. L'intelligence artificielle, ce qui est disruptif aujourd'hui, pourquoi c'est une rupture? Parce que ça marche. Finalement, on a la convergence de grandes quantités de données, d'algorithmes qui sont connus depuis les années 50, et puis d'une puissance de calcul phénoménale qui devient presque gratuite. Et donc, du coup, ça fonctionne. Donc, quelque part, la véritable rupture, elle est là. Et donc, nous devons effectivement nous en préoccuper. Il y a eu un rapport qui a été écrit par Cédric Villani et remis au président de la République l'an dernier, qui citait les écosystèmes qui devaient se constituer autour de l'intelligence artificielle, et qui disait clairement que la défense était l'un des 4 domaines prioritaires dans lesquels il y aurait un impact réel de cette famille de technologies d'ailleurs. Parce qu'on parle beaucoup de deep learning, mais enfin, il n'y a pas que le deep learning dans l'intelligence artificielle. Pour répondre à la question sur les problématiques techniques, je crois qu'il y a
Aujourd'hui, évidemment, il y a toutes les problématiques qui consistent à améliorer la détection, améliorer la reconnaissance, améliorer nos systèmes, mais il y a surtout 3 domaines qui nous semblent prioritaires aujourd'hui en termes de recherche. Le premier domaine, c'est tout ce qui touche à la frugalité. Le fait de pouvoir réaliser de l'apprentissage lorsque les bases de données ne sont pas suffisantes parce qu'on n'a pas finalement suffisamment d'exemples pour les entraîner. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut être un écueil à la généralisation de certaines techniques d'intelligence artificielle. Le deuxième défi, c'est celui de l'explicabilité, c'est-à-dire le fait de pouvoir certifier des systèmes qui ne soient pas des boîtes noires. Et dans tous les cadres, d'ailleurs, on n'aime pas avoir des boîtes noires dans un avion. Donc il faut pouvoir, quand on a un système embarqué, comprendre et certifier l'IA. Il y a d'ailleurs un grand défi qui a été lancé par le Conseil de l'innovation sur la certification des technologies d'IA. Et puis le troisième domaine, c'est finalement le domaine qui consiste à... excusez-moi, j'ai un trou. Voilà, là, voilà, vulnérabilité. C'est pas facile, hein, les tables rondes le matin. Vulnérabilité, pourquoi ? Parce que finalement, ces systèmes sont très sensibles, notamment dans leur phase d'apprentissage. Moi, il y a une histoire que j'aime bien qui date de la guerre froide, où les Américains avaient développé une technique qui permettait de reconnaître sur des images les chars russes. Et ça marchait extrêmement bien. Puis un jour, l'inventeur de cette technique a fait passer d'autres photos, il a montré ses photos de vacances, et sa voiture était reconnue comme un char russe. Pourquoi ? Parce qu'il ne prenait pas très bien les photos, et ces photos étaient floues. Le système avait appris à reconnaître des images floues. Donc quand on introduit un biais dans une base d'apprentissage, on peut influencer la manière dont le système va répondre, et il y a aujourd'hui beaucoup d'études visant à garantir l'intégrité de la phase d'apprentissage. Voilà, donc explicabilité, frugalité et vulnérabilité. Il y a un point qu'on souligne, c'est vrai qu'on a une sorte de continuité, il y a une rupture, c'est vrai, la puissance de calcul. Je pense qu'il y a quelque chose qui rend finalement ce domaine aussi nouveau et qui crée cette accélération, c'est l'accès à la donnée. Alors, sans parler de temps réel, c'est l'accès à la donnée en temps quasi réel à un coût acceptable dans le monde des hélicoptères. Pour revenir à notre expérience, l'avionique hélicoptère ne permettait pas encore, il y a juste quelques temps, finalement la connectivité ou le fait de pouvoir décharger quasiment en temps réel les données de bord, les données de vol. Et à partir du moment où on crée du quasi temps réel, on peut permettre d'intégrer la prise de décision, la surveillance dans des opérations de maintenance, dans des opérations de sécurité, parce que finalement on a la constante de temps qui le permet. Donc je pense que l'accès à la donnée et la rapidité d'accès à la donnée est un autre élément qui explique cette accélération. Ça pose derrière la question, quand on parle de connectivité, ça a été mentionné, la question de la cybersécurité, la question de la fiabilité de la donnée, est-ce qu'elle peut être pervertie ? Et là, on ouvre encore un autre champ. Mais pardon d'insister, l'accès à la donnée, et je m'adresse là aussi aux industriels, il n'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que disposer des données qui sont générées par l'ensemble de nos systèmes, aujourd'hui, concrètement, sur les équipements en service, c'est quelque chose qui reste encore un défi. Je rejoins ce point-là, c'est-à-dire que tout l'enjeu qu'on a sur un domaine qui est en rupture, quand on va parler d'un nouveau programme, on va se dire, on lance ce programme, on intègre l'ensemble de ces aimants dès le départ, le SCAF en particulier. Tout le problème qu'on a, c'est sur la flotte installée, c'est sur le programme existant. Comment sur finalement une technologie existante, des plateformes existantes, on attaque cette dimension-là. Airbus Hélicoptère, on a 12 000 hélicoptères en service. On a 800 hélicoptères connectés. Donc on voit qu'on est encore loin des 12 000. Donc je rejoins la remarque, c'est tout le défi qu'on a, en particulier sur des plateformes et une flotte installée. Je crois que mes petits camarades ont dit l'essentiel, en fait, parce que, Amiral, je retiens ce que vous disiez sur la FREMM. Et moi, je me souviens de discussions avec vos devanciers sur une certaine crainte que cette automatisation de la FREMM avait fait naître au départ. Et finalement, comme vous le dites, les gens se sont habitués, les gens ont appris, ils ont pris confiance, ils ont vu que c'était fiable, et ils ont compris aussi qu'on avait dégagé finalement du temps pratique pour les consacrer davantage à l'opérationnel. Et là encore, en prenant le temps de le faire, on retrouve un peu d'ailleurs... Je reviens sur la notion toujours de crainte, ça fait peur. Quand les premiers ordinateurs et leur puissance de calcul sont arrivés, on avait peur aussi que ça prenne la place de l'homme. Et c'est pas ce qui s'est passé. Donc on est dans une certaine continuité. Et la deuxième chose, Emmanuel l'a dit, Bruno aussi, on est sur une convergence de facteurs. En fait, c'est pas le fait que l'IA arrive
ou soit particulièrement mûre maintenant, c'est qu'elle arrive en même temps que des capteurs qui sont plus précis, qui sont plus puissants, qui sont plus fiables, cette capacité qu'apportent les nouveaux calculateurs à gérer des données plus massives. Et c'est l'ensemble de tout ça qui nous permet aujourd'hui de pouvoir, non pas inventer les choses, mais peut-être de les accélérer. Et par exemple, là encore, Bourget oblige la semaine prochaine, le spatial militaire est quand même devenu depuis quelque temps une vraie priorité affichée et un vrai enjeu. Quand on parle spatial militaire, on pense notamment une des premières choses qui est mise en avant aujourd'hui, c'est la surveillance de l'espace et le système GRAV qui donne à la France une autonomie, une puissance. Et qu'est-ce qu'on va faire derrière? D'ailleurs, je vous invite de venir voir le stand d'Onera au Bourget. Vous verrez ce que nous on propose. Mais ce que va permettre l'IA, ce que vont permettre le big data, c'est que justement ce nouveau GRAV, il vise à avoir plus d'objets, plus manœuvrants. Donc on aura en tête une situation spatiale de manière continue, même si elle est plus compliquée à gérer parce qu'on saura le traiter avec un apprentissage du passé, une mémoire du passé et une capacité à gérer plus d'informations. Et c'est pour ça qu'on verra encore mieux ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Vous pouvez aller voir aussi le stand du ministère des Armées, il y a plein de choses intéressantes. Mais alors, justement, sur ces questions, on va dire, qui sont un peu prospectives, mais qui sont déjà dans la stratégie à la fois du ministère et puis des entreprises ou des organismes pour lesquels vous travaillez, comment est-ce que vous voyez des évolutions arriver? Déjà, quelles sont les briques technologiques qui sont indispensables à avoir dès aujourd'hui, de part et d'autre? Et d'autre part, quels sont les changements dans la stratégie de défense que ces nouvelles technologies d'intelligence artificielle, par exemple, vont permettre de mettre en place? Pas qui veut se lancer sur une question pareille. Ben non, la stratégie, c'est forcément pour un militaire. Mais je vais vous répondre de manière peut-être un peu terre à terre, ce qui est un paradoxe pour un marin, mais tant pis, j'ose. La stratégie militaire, elle ne va pas changer. Et encore une fois, c'est une aide à l'outil. N'hésitez pas à nous donner des exemples concrets, parce que le problème de ces sujets numériques, c'est qu'ils sont parfois très... Comment est-ce qu'on va y arriver? Voilà. Pour moi, il faut maîtriser des capacités, en particulier au plan RH. Il faut qu'on fasse changer de monde nos marins, qu'on les forme, qu'on les prépare à ces outils-là, et puis qu'on relève le défi de nos tactiques par le wargaming, par la simulation. Voilà, tout un tas d'enjeux qui vont nous permettre d'évoluer rapidement et de nous adapter. Quand vous dites former les marins, c'est les former à quoi en fait? C'est les former à être à l'aise avec ces nouveaux outils, ce que les jeunes font très bien. Mais là encore, on fait face à l'existant. Alors, je ne sais pas combien de marins connectés on a dans la marine. Et je ne sais pas si je ferai la comparaison avec le nombre d'hélicoptères d'Airbus, mais on a certainement moins de marins connectés aujourd'hui que de marins qui ont des difficultés. Voilà. Moi, je ne suis pas de cette génération, je le dis... Voilà, mes enfants me dépassent largement et je vois ça tous les jours. Donc nos marins, il faut les former. Voilà, il faut qu'on maîtrise quand même un certain nombre de choses au plan matériel aussi. La confiance, c'est vraiment important. Et je pense que le développement de l'image numérique du bâtiment ou de l'aéronef, qui va nous permettre d'avancer sur des enjeux de disponibilité, de maintien en condition opérationnelle, mais aussi sur des enjeux de reconquête des capacités au combat. Quand on a pris un coup, est-ce que mon image numérique, est-ce que mon jumeau numérique va me permettre de revenir rapidement dans le match, rapidement en capacité de combattre? Voilà. Et puis, on va on en a peu parlé pour l'instant, mais vers la dronisation. L'amiral Prazuc a un slogan simple, un drone aérien par bâtiment, un drone de surface certainement aussi. On travaille sur les drones sous-marins. Il faut qu'on ait cette autonomie maîtrisée qui vient décupler en fait les capacités de nos porteurs. Donc ça, c'est un autre axe qui est très fort. Et puis je vais faire plaisir à Emmanuel, parce que je pense que c'est vraiment un point important. Il faut qu'on apprenne à penser hors du cadre. Je l'ai un peu dit tout à l'heure à l'instant sur nos tactiques, le wargaming, mais il faut qu'on n'hésite pas à penser autrement. Et je sais que c'est un sujet qui t'est cher, mais le SCAF, ce ne sera peut-être pas un avion piloté. Voilà, qui sait? Oui, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi le SCAF aura une tête d'avion. Si ça se trouve, le radar sera plus dans le nez, il sera diffusé sur les ailes. Donc effectivement, oui, il faut penser différemment. Moi, je vais rebondir sur la stratégie, parce qu'il y a quand même une stratégie du ministère des Armées, et notamment en termes d'IA, qui a été le résultat d'une task force qui avait été entreprise depuis plus d'un an.
qui a été présenté par la ministre le 5 avril dernier à Saclay. Il y a quand même des chiffres qui parlent. Hein. On va recruter plus de 200 spécialistes de l'IA, plus d'une centaine seront localisés à Bru au sein du pôle de référence DGA maîtrise de l'information. On injecte 100 millions par an dans cette problématique de l'IA, avec d'abord un investissement dans de ce qui est le carburant finalement de l'IA, les données, les capacités de calcul et les infrastructures, en particulier le cloud. Et puis, on a listé 6 domaines prioritaires. Alors, j'ai une anti-sèche si j'ai encore un trou de mémoire, mais l'aide à la décision et la planification des opérations, hein, ce dont tu parlais tout à l'heure, le renseignement, évidemment, où il y a énormément de problématiques de reconnaissance d'images, de reconnaissance de locuteurs, d'influence également, hein, de lutte contre ce qu'on appelle les deepfakes, le combat collaboratif, ça tu en as parlé, tout ce qui est logistique et maintenance, et effectivement on en a parlé avec les capteurs HUMS, mais il y a également tout ce qui est maintenance prédictive au sens large, la robotique, tiens je vais prendre un exemple marin, ça fera plaisir, il y a un programme qui s'appelle SLAMF qui vise à utiliser des essaims de drones sous-marins pour permettre un déminage sans mettre en danger la vie des marins. Donc ça, c'est très, très concret. Et puis, il y a un dernier aspect... D'abord pour le faire de manière discrète et efficace. Oui, bien sûr. Oui, tu as raison. C'est le but essentiel, mais en plus, voilà, en soutien de l'homme, ça apporte une certaine sécurité. Et puis, il y a une espèce de conflictualité qui a été citée de nombreuses fois ce matin par la ministre et puis dans la première table ronde, c'est le cyberespace. Parce que dans le cyberespace aujourd'hui, on voit bien ce qui se passe dans le domaine financier. On a du trading hyperfréquence. Demain, on aura des attaques à haute fréquence et l'être humain n'est pas en capacité de répondre directement à ces attaques. Il lui faudra l'assistance d'une intelligence artificielle. Donc voilà les 6 domaines sur lesquels très concrètement on investit aujourd'hui. Juste pour démarrer, compléter la réponse que vous a faite l'amiral sur la formation des gens, moi je trouvais que dans votre échange, ça ressemblait beaucoup aux craintes de l'armée de terre avec l'arrivée de félins, avec des systèmes nouveaux. Et il y a eu exactement le phénomène que vous décriviez, amiral. Ces jeunes générations sont bien mieux câblées pour prendre en main ce genre d'outils nouveaux. Vous évoquiez le besoin des drones et les drones navals. D'ailleurs, on a montré quelque chose avec Naval Group ensemble il y a pas longtemps. Je lisais hier la tribune de l'interview de Patrice Ken dans la tribune qui disait les drones aujourd'hui sont automatisés mais ils ne sont pas encore autonomes. Si, quand même, on sait faire. On sait faire. On a eu un PEA de la DGA il y a quelques années qui nous a permis de mettre en place des collaborations et une gestion autonome de flotte de drones aériennes et terrestres. Et on a d'ailleurs gagné aussi avec le même principe le premier appel à projet européen en matière de recherche de défense. Donc il y a ça aussi. Et puisque la table ronde à côté, ils sont sûrement en train de parler de militaires, je ne vois pas pourquoi on ne parlerait pas de civils, puisque vous vouliez du très concret. Les contrôleurs aériens, le contrôle aérien, c'est plusieurs bonshommes dans une salle auxquels on affecte une zone de surveillance. C'est une zone qui évalue au fil du temps en fonction d'un certain nombre de paramètres, notamment le nombre d'avions qui rentrent dans cette zone. Et cette réaffectation en permanence à chacun des contrôleurs, elle est faite de manière logicielle et humaine. La DSNA, donc la Direction de la sécurité et de la navigation aérienne, nous a passé des travaux de recherche il y a quelques années et on a mené au mois de mars une expérimentation réelle en salle où on a mis un certain nombre de contrôleurs jouant, pardonnez-moi l'expression, avec ce nouvel outil. D'ailleurs, il paraît qu'ils en ont fait la pub dans leur dernier magazine. Et cette fois-ci, la réaffectation se fait de manière plus automatisée, parce que d'une part, l'intelligence artificielle permet d'avoir en tête le trafic des journées précédentes, et il y a une corrélation entre le trafic du jour J et le trafic des jours antérieurs. Et puis, cette capacité de gestion d'informations beaucoup plus importante permet là encore de faire ça de manière un peu plus automatisée et d'alléger la tâche et de lui permettre de se consacrer à autre chose, entre guillemets, du chef de salle. Qu'est-ce que ça veut dire pour la stratégie militaire? Ça, je ne sais pas. Par contre, c'est notre donnée d'entrée.
Et au niveau industriel, je vois au moins 2 orientations par rapport aux axes qui sont pris côté défense. Premier axe, on parlait de la maintenance, une volonté d'aller vers des contrats verticalisés, vers lequel l'industrie prend une responsabilité plus importante pour améliorer le service, améliorer la disponibilité à un coût acceptable. On est typiquement dans un domaine sur lequel, en tant qu'industriel, s'engageant dans cette direction-là, le fait d'avoir une donnée fiable, d'avoir une donnée en temps réel, nous permet d'améliorer la performance de maintenance, nous permet de réduire les coûts de maintenance, nous permet donc de prendre ce niveau de risque ou ce niveau de responsabilité dans le cadre de contrats de maintenance. Ça, c'est sous l'angle du service. On a introduit un deuxième axe, finalement, en parlant des drones. Donc, il y a le big data, ce que ça peut apporter en termes de valeur, de la prise de décision. Le drone, on est sur les usages. Et c'est également, en particulier avec la marine, un axe sur lequel on travaille dans le domaine des hélicoptères. C'est le programme SDAM, c'est le programme VSR 700. On est au stade des études de faisabilité, mais sur lesquelles, finalement, sur la base d'un hélicoptère, un hélicoptère léger, en le dronisant, finalement, comment on peut étendre de manière complémentaire avec d'autres hélicoptères tels que l'NH90, on peut étendre le spectre de mission, la présence sur zone, et à partir du moment où on a détecté une menace ou autre, on peut envoyer l'hélicoptère ou un besoin d'intervenir de manière plus spécifique. Donc c'est évidemment un axe au niveau hélicoptère sur lequel on travaille par rapport à drone. Et il y a des étapes intermédiaires par rapport à la disponibilité de capteurs. On travaille sur des atterrissages automatiques avec des capteurs embarqués, soit sur plateforme Super Puma, mais le programme NH90 Force Spéciale qui est dans la loi de programmation militaire, c'est aussi cette idée à partir d'un spectre de capteurs embarqués, puisque la problématique de l'hélicoptère, à un moment donné, c'est en vol vertical. Quand on se pose, on n'a pas forcément la visibilité de l'ensemble, ce qu'on a, surtout dans un environnement qui peut être perturbé. Donc ces capteurs embarqués permettent aux pilotes, aux personnes embarquées, d'avoir l'ensemble des éléments d'information dans des vols critiques, dans des périodes critiques du vol, et donc permet d'étendre le spectre de mission. Donc c'est autant de sujets sur lesquels on ne travaille pas sur la stratégie militaire, mais les orientations qui sont prises orientent nos travaux. Et puisque Emmanuel évoquait l'importance du RANS, ce matin, le chef d'état-major de l'armée de l'air disait que lui, ce qu'il attendait aussi comme outil, c'était un outil qui lui permette de bien connaître ce qui se passe au sol, de manière à ce que ces aviateurs puissent voler dans les meilleures conditions possibles. Souvenez-vous de ce qui s'est passé pendant le Kosovo, où en fait on surveillait, mais dans des bandes de spectre limitées, et on a été surpris par le fait que les systèmes de défense aérienne des forces au sol étaient anciennes, donc opéraient dans des fréquences qui n'étaient pas surveillées, ce qui nous avait amené à revoir tous nos plans opérationnels au niveau de l'armée de l'air. Là, cette capacité à traiter beaucoup plus de données et à savoir avoir une surveillance permanente d'une scène terrestre va permettre en quelque sorte de répondre à sa préoccupation de plus avoir de trous dans la raquette. Et dans le domaine spatial, cette fois-ci, en regardant depuis l'espace ce qui se passe à Terre, on va avoir cette capacité, en couplant ces capteurs nouveaux, aller peut-être vers ces capteurs, et on ira sûrement vers ces capteurs plus performants, mais aussi cognitifs, leur donner une capacité en petite constellation de se reconfigurer pour répondre à une demande de haut niveau, sachant que l'homme aura toujours la main au sol s'il le souhaite, pour redonner lui-même les ordres ou réaffecter des priorités. Mais ça, c'est quelque chose qui peut être du court terme. Alors, on a parlé un petit peu finalement aussi des améliorations civiles. Vous avez évoqué ça, M. Saint-Jean, qui ont lieu. Comment faire justement aujourd'hui, alors que la technologie évolue plus vite que les plateformes, et c'est un problème particulièrement dans la défense où les programmes sont prévus à très long terme, pour essayer d'anticiper des évolutions dont on n'a même pas idée finalement aujourd'hui. Si on prend une question comme le SCAF, il volera encore peut-être dans 60 ou 70 ans, alors que les technologies, on n'a pas idée aujourd'hui de ce qu'elles seront. Je peux commencer. Alors, il y a deux problématiques, en fait, vis-à-vis de l'innovation civile. Il y a la problématique de captation d'innovation. Comment est-ce qu'on capte, comment est-ce qu'on détecte l'innovation, et il y a la problématique d'intégration dans les programmes. Effectivement, quand on construit un porte-avions, une frégate ou le système de combat aérien du futur, on en prend pour 30 ans, et ensuite on en prend encore pour 30 ans ou 40 ans de durée de vie. Donc il faut pouvoir anticiper des choses qu'on ne connaît pas encore.
Et donc ça signifie avoir des architectures ouvertes. Ça signifie aussi sortir du classique cycle en V de l'ingénieur pour se dire qu'il faut des approches qui soient incrémentales, qui soient agiles et qui permettent d'introduire des fenêtres d'opportunité dans les programmes d'armement pour pouvoir agir sur cette innovation que l'on va capter de l'extérieur. Quand on mettra en place le SCAF, on ne sera pas à la 5G. Hein. Je sais pas, on sera peut-être à la 36G. Donc il va falloir quand même planifier tout cela. Et pour ça, on a besoin de travailler avec l'écosystème des intégrateurs, l'écosystème industriel, pour nous permettre justement d'avoir ces approches itératives et d'intégrer l'innovation. Et puis il y a la problématique de la captation. Alors la captation, là on y travaille de manière très active à l'agence et on y répond en s'organisant de la même manière que l'innovation civile en fait. Donc pour vous donner une idée, on a créé une cellule innovation ouverte dont le but est de partir à la chasse et à la pêche au filet. Désolé pour les métaphores marines, mais dans la chasse c'est quand vous connaissez le gibier et puis la pêche au filet, vous lancez votre filet, vous regardez ce qui remonte à la surface. Et donc l'activité de cette cellule, c'est d'aller dans tous les congrès, de rencontrer tous les innovateurs qu'on peut avoir à Vivatech, au CES. C'est évidemment une tâche énorme. Et donc, au passage, cette tâche, on l'outille avec des systèmes qui sont eux-mêmes fondés sur l'intelligence artificielle. Donc, on en a fait, nous, un projet interne de pouvoir utiliser l'IA pour mieux capter des technologies, dont l'IA. Une espèce de méta. Comment fait par exemple l'ONERA, qui doit aussi penser aux manières de tester ces futurs produits, ces futurs logiciels, cette future technologie qui n'existe pas encore? C'est en jouant toujours sur ce fameux triptyque, la science, la modélisation et l'expérimentation. Et c'est en tournant entre les trois, en allant voir aussi ce qui se fait à côté. Là, je rejoins totalement Emmanuel. Tu disais tout à l'heure, tu rappelais que le discours de la ministre sur l'IA, elle l'a fait à Saclay. Et c'est pas un hasard, évidemment. Il y a l'INRIA à Saclay, il y a Paris Sud, qui sont comme Paris-Saclay, pardon, qui sont 2 des 3 Français dans les 5 premiers Européens en matière d'intelligence artificielle. L'INRIA, à lui tout seul, il vaut Carnegie Mellon Institute ou le MIT, et il est supérieur à IBM dans ses capacités. Et puis sur le plateau de Saclay, vous avez aussi un vrai savoir-faire dans le domaine du médical qui est sûrement intéressant pour nos besoins. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'intervenir pour dire à quoi les recherches de l'ONERA avaient pu déboucher dans le domaine du médical. Et il y a plusieurs exemples très clairs et très appliqués qui existent. Là, on est plutôt dans le mode inverse, où c'est plutôt probablement nous qui récupérerions des savoir-faire chez eux. Je pense à un outil comme Neurospin, où on fait des IRM en 3D du corps humain avec une précision de plus en plus importante. Nous, on fait du 3D, mais le 3D qu'on fait, entre guillemets, il est plein de vide. Eux, ils font du vrai volume. On fait des pixels, ils font des voxels. Et avec un traitement des savoir-faire, une automatisation, une puissance de calcul qui est certainement quelque chose dont on doit pouvoir s'inspirer, sachant que à partir du moment où on travaille sur l'homme, évidemment, eux aussi ont le droit à l'erreur qui est nulle. Si je puis juste compléter, parce que c'est bien de capter l'innovation, mais ensuite il faut aussi garder le rythme. Et donc là, la défense traditionnellement, elle n'est pas outillée pour ça. On ne sait pas passer des marchés vite, on sait pas, on fonctionne sur une base de subvention. Ben, on est en train de changer tout ça. Et je pense que c'est essentiel. Je vous donne juste un exemple très concret. En décembre, on a lancé un projet sur l'intelligence artificielle et sur 4 sous-thématiques qui nous intéressaient, dont par exemple l'apprentissage frugal. Appel à projet qui a duré 1 mois et on demandait un dossier. Et ce dossier, c'était une page avec un projet, un montant, pourquoi il fallait traiter ce sujet, pourquoi vous étiez les meilleurs du monde pour le traiter. On a reçu 163 propositions en 1 mois. On a clôturé l'appel, on a fait la semaine suivante une semaine de jury, on a retenu 8 projets, ils sont déjà tous financés. Donc il faut accélérer et il faut être capable de passer des marchés rapidement, et c'est l'un des axes de transformation sur lequel on travaille et qui pour nous est essentiel pour aller plus loin que la simple captation d'innovation civile. Alors, j'aimerais avoir le point de vue de l'industriel, parce qu'on sait que les marchés passés par la DGA, ça ne se passe pas toujours comme ça, en 1 page et en 8 mois. Comment vous faites-vous pour préparer justement la production de programmes de très longue durée avec, encore une fois, des outils dont on n'a pas idée aujourd'hui? Je crois qu'on bénéficie d'un avantage dans le cadre de l'industrie que je connais bien, l'hélicoptère, du fait que c'est
par essence une industrie duale. Donc de fait, on a, à la fois pour les programmes de défense, finalement, on bénéficie de la dynamique du domaine civil, de la fréquence des programmes, qui nous permet finalement d'avoir accès à une technologie, je dirais, plus rapidement. Deux exemples, hein, le HIL dont on parle, il est basé sur le programme H160, qui est un programme civil, donc qui bénéficie de ce point de vue-là de l'ensemble de la dynamique et de l'innovation du domaine civil. Le Tigre, qui est par essence un programme de défense, qui a plus de 30-40 ans. On travaille actuellement dans le cadre de la formation militaire sur une évolution du Tigre, le Tigre Mark III. Dans le cadre de cette évolution, le choix de l'avionique qui a été fait et le choix d'une avionique commune, en particulier avec le H160, avec le HIL, qui vient du domaine civil. Donc on est vraiment, du fait qu'on est une industrie duale, on a cette opportunité de bénéficier finalement et d'avoir une certaine porosité. Après, je vais rejoindre le commentaire qui a été fait. Comment on en bénéficie? C'est vraiment les méthodes de travail, que ce soit en termes de méthodes d'innovation ou que ce soit en termes de méthodes de travail, d'agilité, d'avoir des systèmes ouverts. Donc c'est de plus en plus la façon dont on conçoit les programmes qui peuvent partir dans le domaine militaire pour 30-40 ans. Si on n'a pas fait le bon choix d'ouverture au départ, c'est sûr qu'on va se retrouver fistelé. Donc c'est vraiment méthode de travail, état d'esprit et ouverture à la fois vis-à-vis de la supply chain, des fournisseurs, mais vis-à-vis de l'innovation. Alors peut-être un mot de conclusion pour chacun. J'ai remarqué qu'on n'a pas parlé du tout de cybersécurité, alors que la question de la sécurité des données est très importante. Est-ce que ça fait partie des investissements que vous estimez nécessaires pour justement garantir une autonomie de la France dans ce domaine? Est-ce qu'il y a un autre investissement qui vous semble prioritaire justement pour garantir une avance technologique en défense? La cybersécurité, c'est un sujet essentiel. Dès lors qu'on parle d'utiliser la donnée dans la prise de décision, on parle d'aéronautique, on parle de sécurité en vol. Donc la qualité de la donnée et le fait qu'elle soit pervertie est essentiel. Donc on ne progressera pas dans ces domaines-là si on n'intègre pas la cybersécurité et si on n'a pas des systèmes qui permettent de se protéger. Donc ça représente des investissements qui peuvent être importants. Et de ce point de vue-là, au niveau Airbus Hélicoptère, on bénéficie du fait qu'on fait partie du groupe Airbus. Une des briques essentielles, c'est les architectures de systèmes au sol pour être capable de stocker les données, de les traiter. Et la plateforme Skywise qui est développée dans le cadre d'Airbus pour, au départ, des applications civiles, reprendre des investissements importants sur lesquels, dans le cadre d'Airbus Hélicoptère, évidemment, on en tire tout le bénéfice. Donc, pour répondre à la question, la cybersécurité, on n'en a pas parlé parce qu'on a souhaité mettre en avant, je dirais, la valeur et ce qu'on peut attendre en termes de valeur du traitement des données. La cybersécurité est un élément d'entrée à prendre en compte. Si on ne sait pas le traiter, c'est la confiance derrière qui sera mise à mal, et donc quelque part on n'aura pas le bénéfice de tout ce qu'on fait. Donc il faut l'intégrer dès le départ, bien entendu. Donc je redémarre sur votre question sur la cybersécurité. C'est effectivement quelque chose qui sera essentiel si on veut avoir autour de nous, par exemple, d'ici quelques années ou une dizaine d'années, un système de drones qui rempliront un certain nombre de services. Il faut bien qu'on soit capable d'être sûr que quelqu'un va en prendre le contrôle de manière indue. Cela dit, on retrouve dans cette dimension-là, à mon sens, le même type de problématique qui va se poser quand le véhicule autonome au sens automobile va devenir un peu plus répandu. Il faudra bien aussi le sécuriser, et ce sera peut-être cette priorité-là qui passera d'abord. Et l'aéronautique pourra bénéficier sans doute de ces savoir-faire, en tout cas l'aéronautique civile. Et puis, comme ce matin, finalement, les débats ont été ouverts avec les mots Europe, avec les mots réduction de la pollution, rendre moins polluants les avions. Je vais faire le lien avec l'intelligence artificielle en disant que vous pourrez voir au Bourget une maquette, oui, ça fait autant faire de la pub, d'un projet d'avion qu'on a fait sur financement européen, d'un concept d'avion qu'on a fait sur financement européen qui s'appelle Dragon, qui est un avion à propulsion hybride et qui est un pas vers l'avion tout électrique. C'est un avion avec 20 moteurs distribués sous chaque aile. Et pour gérer finement le carburant dont il y a besoin et pour évidemment pas déséquilibrer l'avion, on a derrière une gestion de type intelligence artificielle.
Bon, je vais pas répondre sur la cybersécurité parce que tout a été dit par mes deux camarades. Donc, et je rappelle que c'est l'un des domaines de priorité de la stratégie du ministère des Armées en matière d'IA. Il y avait une question qui était quel est votre prochain investissement? J'allais dire, il est permanent. Le budget de l'agence, c'est 1,2 milliard par an qui va passer à 1,5 milliard en loi de programmation militaire. Et c'est une loi de programmation militaire de reconquête. Donc on est véritablement sur un effort constant. Quand je parlais tout à l'heure de 100 millions par an sur la thématique d'IA, c'est en fait beaucoup plus si on regarde la manière dont l'IA irrigue l'intégralité de nos systèmes. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est que nous, on ne travaille pas tout seul. On a des choses à valoriser. Tout ne passe pas uniquement par des investissements financiers. Nous, on peut valoriser les cas d'usage du ministère, on peut valoriser nos capacités d'expérimentation, on peut valoriser nos experts qui sont des ressources rares. Et donc, justement, aujourd'hui, on va lancer un appel à projet pour tous les incubateurs, pour tous les investisseurs qui souhaitent travailler avec nous. On donne 12 thématiques prioritaires, parmi lesquelles les véhicules autonomes, les capteurs, etc. Et le but du jeu, c'est de dire, voyons ensemble comment, avec vous et avec les grands industriels de défense, on peut aller capter, financer et encourager ce foisonnement des startups sans nécessairement jouer un rôle de financeur uniquement. Et donc cet appel à projet sera publié aujourd'hui. Moi aussi, je fais un peu de pub. Mais je vais encore parler d'hommes et de femmes de manière très concrète. Pour nous, l'investissement, il est là. Il s'agit de faire de chacun de nos marins un innovateur qui va être capable, parce qu'il sera à l'aise avec ces technologies, de les porter dans l'industrie, avec l'industrie, de façon à ce qu'on ait effectivement le bon tempo et la bonne connexion avec le besoin opérationnel. Et puis si je peux me permettre de rajouter un point, en sortant un peu de mon domaine de compétences, mais comme la DGA n'est pas officiellement représentée, malgré la présence de M. Saint-Jean, il y a aussi un vrai sujet qu'il faut qu'on investisse de manière collective. Il y a un changement de frontière dans les relations entre industriels, intégrateurs et ce qu'on appelait autrefois les équipementiers. Voilà. Le monde numérique vient faire bouger ces frontières de manière très sensible. Quand on bouge des frontières, il y a forcément des équilibres qui doivent se retrouver. Il y a des périodes de tension. Il faut qu'on en sorte vite parce qu'il faut qu'on comprenne tous que c'est bien en travaillant ensemble de manière collaborative qu'on va créer de la valeur et pas en se regardant en chien de faïence. Voilà. Et nous, opérationnels, quand on voit des industriels qui se bouffent le nez parce que les frontières ne sont pas encore clairement établies, on voit le chronomètre qui tourne, on voit l'adversaire qui s'adapte et qui est en train de nous passer devant. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un point qui, à mon avis, est un point crucial. Alors, il nous reste quelques minutes pour les questions, s'il y a des gens qui en ont. Sinon, moi, j'en ai déjà une. J'aimerais savoir justement quels sont les besoins en recrutement, quels sont les profils aujourd'hui que vous cherchez, les personnes qui sont nécessaires pour pouvoir permettre d'affronter justement ces nouvelles technologies qui arrivent. D'accord, c'était une question piège. Côté Onera, au niveau du recrutement des scientifiques, c'est quelque chose qui est relativement simple au sens où on entre tous les ans un peu plus de 100 thésards à l'Onera. Et donc ça permet, pardonnez-moi l'expression, mais de faire son choix, de regarder aussi, et bien sûr ils travaillent dans les domaines qui nous intéressent, et qui intéressent ceux avec qui on travaille, parce qu'une partie de ces thésards sont cofinancés ou sont co-encadrés avec d'autres organismes. Et bien sûr, ça va nous permettre d'identifier et de repérer les talents dont on pourrait avoir besoin. Alors évidemment, après, il y a de la compétition pour les recruter ou pas. Ce qui fait l'attrait de l'Onera aujourd'hui et qui nous amène ce vivier de scientifiques dont on a besoin pour rafraîchir de manière permanente nos besoins, c'est le fait d'évoluer dans des équipes qui sont à la pointe en France, en Europe, voire au monde dans leur discipline. Et par contre, le point de surveillance très fort que l'on a, c'est que le décrochage de salaire entre l'Onera et les gens qui sont capables de les récupérer à l'extérieur est tel qu'on a une augmentation du nombre de démissions. C'est un sujet sur lequel on est en train de travailler avec Emmanuel et avec ses équipes. Parce que non seulement il faut attirer les gens, mais il faut aussi savoir les garder et les fidéliser.
Oui, moi, je rejoins. Enfin, on est sur des profils qui sont des compétences mathématiques, mathématiques appliquées, modélisation. La remarque a été vraie. La question de l'investissement, on peut parler de système d'information, elle est dans le domaine des compétences. La problématique qu'on a, c'est il y a la problématique de salaire, il y a la problématique, je dirais, de dynamique, le domaine de la défense, voire plus globalement de l'industrie. On n'est pas sur des dynamiques sur lesquelles ces talents-là s'attendent. Quand ils regardent Google, quand ils regardent Facebook, c'est plus à la hauteur de ce qu'ils voient ou de ce qu'ils ont en tête. Donc comment être attractif, comment les attirer, et pas uniquement sur le plan salarial. Donc c'est ce type de compétences, mais on a un vrai défi pour les attirer et les garder. Je vais juste rebondir. Je rebondis juste sur ce que tu disais très justement sur le décrochage salarial. Nous, c'est un vrai problème. Et je pense et on a ouvert un certain nombre de chantiers, parce que l'innovation, c'est pas que technologique, justement pour réfléchir à la manière dont on peut changer les règles. Aujourd'hui, dans le ministère, il y a une bijection entre diplôme et salaire. Et or, il se trouve qu'il y a des gens qui peuvent être à la fois jeunes et qui n'ont pas les bons diplômes et qui sont très bons. Et je ne et grade aussi. Exact. Et je ne sais pas les recruter. Je ne sais pas les recruter. Et donc, évidemment, c'est pas parce que quelqu'un a fait l'école 42 et qu'il n'a pas de diplôme à la sortie de l'école 42 qu'il ne vaut rien. Donc, on a ce véritable problème qui nécessite véritablement de changer la manière dont on conçoit les carrières, la mobilité et les salaires, dès lors qu'on s'ouvre vers le vrai monde, si j'ose dire. Oui, bonjour. Merci pour cette table ronde. J'avais une petite question. Dans le domaine civil, les technologies créent souvent le besoin. Quand Apple a sorti l'iPhone, personne n'en avait besoin et aujourd'hui, on est tous complètement dépendants de nos smartphones. Dans le domaine militaire, l'emploi est beaucoup plus structuré par les doctrines, les TTPs, etc. Comment faire pour être innovant en termes de concept d'opération, concept d'emploi, je dirais, au-delà des technologies, et pour pouvoir peut-être aussi utiliser les technologies de manière la plus efficace. Est-ce que l'innovation également est faite de ce côté-là ? Merci Fabrice. Tu parles de l'innovation d'usage. Et effectivement, l'innovation d'usage, par exemple, je laisserai peut-être l'amiral répondre sur la partie militaire véritablement et opérationnelle de la chose. Mais nous, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. D'abord, on ne s'interdit pas de financer des travaux qui ne sont pas en lien avec un besoin militaire prévisible. Justement parce que ça nous permet de nous ouvrir et de voir si oui ou non des technologies ou des approches ont un sens dans le domaine de la défense. Cela dit, quand on est prêt à faire ça, ça veut dire qu'on est prêt aussi à échouer. Et donc échouer, c'est être prêt à prendre des risques. Et donc là aussi, c'est une acculturation et un changement dans la manière dont on appréhende l'innovation et la recherche dans le ministère des Armées. Oui, on a droit de rater. Il y a quelques années, il y avait Microsoft qui organisait une conférence qui s'appelait la Fail Conference, où c'était tous les gens qui avaient raté leur entreprise. Et c'était extrêmement intéressant. Et cette conférence a raté en France. Elle a raté en France, pourquoi ? Parce qu'en France, quand on rate quelque chose, on est un perdant. Dans les pays anglo-saxons, quand on a raté son aventure entrepreneuriale, on a appris quelque chose. Voilà, donc nous, on a beaucoup de chantiers. Et donc, si on veut être capable d'explorer de nouvelles voies, de financer des travaux qui finalement s'avéreront payants ou pas, eh bien, il faut introduire cette culture du risque et de passer d'une mentalité de zéro risque à une mentalité de maîtrise du risque qui n'est pas du tout la même chose. Je te laisse compléter sur l'aspect opérationnel. Oui, plusieurs petits points. D'abord, je rebondis sur ce que tu disais sur la maîtrise du risque et le partage du risque. On a, nous, militaires, une petite évolution à faire en acceptant, finalement, pour être dans le bon tempo, de partager le risque avec l'industrie à partir du moment où c'est clairement partagé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit sous la table. Mais je préfère disposer d'une évolution de fiabilité 85% dans 6 mois plutôt que d'un truc à 99,9% dans 3 ans. Voilà. Donc ça c'est tout un sujet autour du partage du risque et de la qualification qui est un sujet intéressant et je rebondis sur ce que tu disais. Sur le fait que, qu'est-ce qui drive le changement, l'innovation ? C'est tout simple, tu l'as dit, c'est nos échecs. C'est-à-dire que le processus opérationnel de retour d'expérience
il nous montre en permanence là où on n'a pas été bon. Et c'est une culture qui est vraiment bien diffusée dans les armées. Donc on est capable d'identifier et après on exprime un besoin. Est-ce que la technologie qui existe, est-ce que la technologie pour y répondre existe ou pas? Peu importe, au contraire. Si elle existe, tant mieux, on va aller vite. Si elle n'existe pas, il faut essayer de la trouver, de la mettre au point, et on va avancer. Donc c'est comme ça qu'on avance. Voilà. Et puis, encore une fois, la capacité à penser hors du cadre. Je vais raconter une histoire commune avec Emmanuel. Quand on a fait le premier hackathon École 42 Marine Nationale, voilà, on a été pensé hors du cadre. Je garde une image simple. Quand on a fait la petite conférence d'ouverture, il y avait les marins d'un côté et les gens de l'école 42 de l'autre. Ils n'étaient pas habillés pareil, ils avaient du mal à se parler. Voilà, au bout de 48 heures, à fond, pour essayer de trouver des solutions à des cas d'usage qu'on avait mis sur la table, on a débriefé avec des équipes qui étaient mixtes et qui presque se tapaient sur le ventre. En tout cas, pas en public, mais sans doute entre eux. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'il faut qu'on apprenne à faire. Et puis, évidemment, je ne vais pas me positionner du tout sur le côté opérationnel, mais je vais répondre du côté de l'organisme de recherche. Je crois que ce qui est très important, c'est justement de ne pas opposer civil, militaire. Moi, je suis viscéralement convaincu que l'une des richesses de l'ONERA, c'est de pouvoir travailler du militaire au civil et du civil au militaire, et que le produit de la science, quel que soit le niveau de TRL, peut irriguer différents domaines à nos personnel de savoir d'être capable de les proposer à différents acteurs et aux différents acteurs d'avoir l'imagination d'utiliser ce qu'on est capable de leur proposer pour leurs propres besoins. À une illustration simple, avec un même savoir-faire, on est derrière les meilleurs télescopes au monde, on est derrière la recherche médicale sur l'observation de la rétine et le traitement des maladies neurodégénératives, on a gagné les appels à projets européens sur des communications spatiales plus haut débit, et on a gagné en fin d'année dernière l'appel à projet européen sur l'armement laser, avec un même savoir-faire. Après, à vous d'imaginer la vie qui va avec. Oui, dans l'intervention précédente, alors Laurent Legendre, Airbus Développement, dans l'intervention précédente, Guillaume Faury a parlé beaucoup d'aviation décarbonée, de réduction des nuisances environnementales. Est-ce que dans le domaine de l'armée, c'est un sujet? Il n'est pas indiqué ici. Et pourtant, je pense que c'est un sujet qui permettrait de réduire les coûts de fonctionnement pour les armées. Alors oui, c'est un sujet. En fait, c'est un sujet qu'on aborde, nous, sous l'angle de la maîtrise de l'énergie. D'une manière générale, je l'ai évoqué tout à l'heure, on peut regarder un bateau, un avion, comme un système fermé qui part avec une certaine dose d'énergie. Et tout ce qu'on va pouvoir gagner de ce point de vue-là, c'est intéressant. Et ça nous amène à regarder du côté des énergies dites décarbonées, évidemment. Hein. Voilà. On a après, plus largement, une préoccupation environnementale qui se couple avec une préoccupation opérationnelle. Ne pas laisser de traces. Voilà. Donc, pour élargir un peu le débat. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on a un fort besoin d'innovation. Parce que l'air de rien, on continue à produire tout un tas de choses qui pourraient laisser des traces. Voilà. Autre axe important pour nous. Pour aller dans ce sens-là, c'est vrai qu'on pense environnement, on pense consommation. Donc c'est un axe côté civil en termes d'économie, mais c'est vrai qu'en termes militaires, ça peut représenter de la distance, du range, donc en soi. Mais il y a aussi effectivement la question du bruit. Et si je prends l'exemple, encore une fois, que je connais bien du monde de l'hélicoptère, donc il y a l'enjeu côté militaire, furtivité, il y a la question de l'urban air mobility, du vol en zone urbaine. Et donc c'est vraiment un axe à la fois sur l'angle civil et militaire, sur lesquels on voit des ponts qui peuvent très clairement exister. Tu parlais des pales du H160, sur lesquelles l'ONERA a travaillé depuis des années. On est typiquement sur une nouvelle technologie sur lesquelles on gagne en performance, bien sûr, mais aussi en termes de bruit. Donc je vois des passerelles quand même très fortes. Et je parlais tout à l'heure de l'appel à projet qu'on lance avec 12 thématiques prioritaires qui n'ont pas été établies par l'agence. Elles ont été établies par les armées, les directions qui nous ont remonté leurs thématiques. Dans ces 12 thématiques prioritaires, il y a une sur l'énergie sur les théâtres d'opération et une sur la responsabilité sociétale des entreprises et l'environnement. Y a-t-il encore une question? Parce qu'autrement, nous allons libérer la salle.
Merci à tous d'être venus. Merci à nos intervenants de leur présence.